Bienvenue sur le podcast Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui, ceux qui font coexister humanité et rentabilité pour créer le monde de demain. Je suis Laure Barbaza, fondatrice de la Fabi. On se retrouve tous les 15 jours pour donner la parole aux entrepreneurs qui font coexister humanité et rentabilité. La coalescence, c'est le phénomène physique de deux gouttes d'eau qui se rejoignent pour former une goutte plus grosse et plus puissante. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui font coexister humanité et rentabilité. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Damien Roux, fondateur du Locavorium. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup Laure de m'accueillir. Avec grand plaisir. Comment ça va ? Comment tu te sens ? Très bien, on est très bien, le lieu est très agréable, donc on est bien ici. Bon, super. Du coup, alors, quelques mots sur Damien. Donc, Damien, tu es le fondateur du Locavorium. Tu es un ingénieur agronome de formation. Tu as créé le Locavorium donc, en 2016. Depuis, tu as raflé les trophées et les prix. Non, mais il faut y aller. Là, c'est pour toi. C'est la minute success story. Là. Bon, merci. Donc, tu as eu le prix de la TPE en 2017, le prix de la start-up en 2018, l'entreprise engagée en 2022. Tu as été reconnu par la chaire de l'UNESCO comme... Pionnier, voilà, c'est ça, dans l'alimentation durable. Exactement. Tu as eu aussi des félicitations du président de la République. Et ça, je pense que ça vaut le coup qu'on s'y arrête, parce que c'est intéressant. Comment tu as eu les félicitations du président de la République ? Bon, maintenant, je ne le dis plus parce que je trouve que c'est un petit peu trop gros. J'ai pas trop... mais en effet, oui, c'est intéressant. Ça reste une fierté pour nous. Et je veux juste préciser que je suis juste cofondateur, parce qu'on est trois. Voilà, je pense toujours à mes amis qui travaillent avec moi au quotidien depuis 10 ans. Et donc, en fait, on a plusieurs fois invité des élus parce qu'on pense qu'on peut aussi essayer d'influencer au niveau de la politique et des institutions publiques sur l'alimentation locale. Et donc, on a rarement eu de réponse, enfin même en général jamais. Et une fois, on a envoyé au président de la République une invitation pour faire dans sa tournée, il a fait un tour de France pour qu'il vienne nous voir. Il nous a répondu immédiatement dans un courrier officiel adressé à nos 3 noms. Donc, on était super fiers en disant que ça faisait partie des priorités pour la France aussi, l'alimentation et l'agriculture. Et en disant, je vous félicite pour votre projet qui est pionnier, etc. Et avec les encouragements aussi pour continuer. Donc, super. On ne l'a pas rencontré, donc c'est pour ça que je le mets plus en avant, parce que c'était peut-être pas assez gros, mais ça vaut le coup aussi. Et puis comme quoi, un simple courrier, un simple merci, ça donne la patate au quotidien, tu as envie de continuer. Est-ce que tu l'as encadré, ce courrier, et tu l'as dans ton bureau derrière toi ? Exactement. Il est dans un joli cadre et il est en face de nos 3 bureaux. Parfait. Non, mais comme quoi, en fait, parfois, il faut juste oser faire le premier pas et on a des résultats qu'on n'imagine pas. En fait, pour aller plus loin, et là, on est encore plus fiers. On a reçu un courrier d'une députée qui nous donnait des encouragements à toutes les entreprises pendant le Covid. Et on a été les seuls à lui répondre en disant merci de nous donner votre soutien, parce qu'on en a vraiment besoin. Nos équipes sont en première ligne. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'étaient arrêtées. Et le fait d'avoir répondu par simple politesse, on n'attendait rien. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne savait même pas comment on parlait à un élu. Et donc, elle est venue, elle s'est déplacée, et de fil en aiguille, elle a découvert tout le projet, elle a vu le contact avec le producteur, les impacts positifs, et au bout de 2 ans, en fait, un jour, elle nous a fait la surprise, elle nous a ramené la médaille de l'Assemblée nationale. Génial. Et elle l'a fait sans aucun intérêt électoraliste, puisqu'en fait, elle est venue en short, en t-shirt, un jour d'été, sans son écharpe, et sans journaliste, elle nous l'a remise de manière très discrète. Donc ça, par contre, pour nous, c'est encore plus de valeur. C'est chouette. Comme quoi, en fait, parfois... on n'imagine pas l'impact d'un simple merci ou d'un simple acte de politesse, de reconnaissance en fait aussi du travail que font les autres pour soi. Exactement, et donc du coup ça pousse à être soi-même, à respecter les valeurs de ton éducation de base que tu as reçues, où aujourd'hui on dit mais non, il faut être un peu plus requin, il ne faut pas être trop gentil. Finalement non, c'est pas toujours vrai, en tout cas chez nous c'est surtout pas vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu restes toi-même, que tu dis bonjour aux gens, que tu leur expliques un peu ta vie privée, que tu t'ouvres et que tu t'intéresses à eux, finalement les gens trouvent que c'est tellement simple et authentique que ça donne confiance à t'aider dans ton projet. Pour continuer. Et là, en plus, c'est vraiment la preuve concrète que l'humanité a triomphé. Oui, voilà, très bon lien avec ton sujet. Bon, super. Alors du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le Locavorium. Donc tu es cofondateur avec 2 autres personnes. Est-ce que tu peux nous dire d'où est né
qu'est-ce qu'est le locavorium et d'où te vient ce projet? Oui, alors Locavorium, pour faire très simple, parce que je peux en parler des heures, on va faire très court. Locavorium, c'est les premiers supermarchés en France qui sélectionnent uniquement des produits alimentaires d'origine locale en circuit court, donc c'est-à-dire en solidarité directe avec le producteur, et aussi avec des critères de qualité. Donc c'est ni du bio, ni du magasin de producteur, ni un magasin grand et frais, pour ne pas citer d'enseigne. mais c'est tout en même temps sur chacun des produits. Et en même temps, sur la forme, l'idée, c'était d'aller au-delà des simples petites initiatives. Je ne les dénigre pas, parce que ça a été les pionniers, les AMAP, les magasins de producteurs ou les paniers en association. Mais l'idée, là, c'était d'aller plus loin et de dire, OK, les consommateurs au sens large, qui ont l'habitude de faire leurs courses dans des supermarchés, comment ils font pour y aller ? Et la seule forme qui existait avant, c'était réservé aux militants, aux gens qui étaient très engagés, pas trop engagés, mais très engagés. Et c'était pas... ça freinait un peu la démocratisation de l'accès à cette alimentation. Et là, l'idée, c'est de dire, on prend la forme de ce qu'il y a le plus simple pour 90% des Français, c'est-à-dire le supermarché. On enlève tout ce qu'il y a dedans, on garde juste la forme, et dans le fond, on change juste le fond, et donc c'est local, circuit court et qualité sur tous les produits en même temps. D'accord. Fruits et légumes. Rien que sur ça, on peut faire un gros sujet, mais on le fera tout à l'heure, parce qu'en fait, il n'y a toujours pas de définition de l'origine locale, et c'est un vrai sujet où les gens disent « Ah ok, c'est cool, c'est mignon ». Non, en fait, il y a beaucoup de magasins qui mettent en avant le circuit court, et au niveau national, les enseignes qui se travaillent en réseau mettent en avant que le circuit court, parce qu'en fait, elles peuvent travailler le circuit court, c'est zéro intermédiaire. D'accord. Donc elles achètent bien en direct des producteurs. Ok. Mais c'est pas local. Le local, pour eux, c'est trop compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait avoir les producteurs autour de ce magasin et dans un autre magasin, d'autres producteurs. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chaîne de magasins de produits locaux. Mais donc, du coup, toi, par contre, vous avez imposé une distance géographique autour du magasin. Oui, on a créé la première définition de l'origine locale en France. Qu'on partage très ouvertement aussi avec des élus. J'en ai parlé encore hier avec une vice-présidente de la métropole de Montpellier, qui est la première métropole en France à avoir une politique agroalimentaire. On parle aussi avec des personnes qui étaient au gouvernement précédent. Donc l'idée, c'est de dire, les élus, allez-y, créez-le, en fait, avant que ce soit une marque créée par des entreprises privées. Et donc, on partage, nous, comment on travaille. C'est 150 km au maximum à vol d'oiseau autour d'un magasin. Et on regarde aussi l'origine des ingrédients. Okay. Et là, on est les seuls en France à le faire. D'accord. C'est pas pour fanfaronner, c'est même triste. Et je me dis, mais en fait, les clients, les consommateurs, quand ils achètent un produit, par exemple une baguette de pain, on affiche l'origine de la boulangerie ou une bière, on affiche l'origine de la brasserie. Donc, par exemple, c'est fait à Montpellier. Mais les céréales, d'où elles viennent. Ah oui, d'accord. Okay. Et tu n'as pas l'origine des ingrédients sur l'étiquette. Tu as seulement la liste des ingrédients. Et donc là, il y a un problème de transparence. Donc heureusement, au niveau national, il y a Origine Info qui a été créé par la ministre Olivia Grégoire. Donc c'est une super avancée où donc c'est volontariste. Donc c'est-à-dire que les entreprises qui le veulent, elles peuvent mettre comme un Nutri-Score sur leur emballage. Elles disent voilà, ça a été fait, je dis n'importe quoi, à Rennes avec des ingrédients français. C'est énorme comme avancée. C'est largement pas suffisant d'après notre idéal, mais c'est énorme. Je trouve que c'est très bien que ça existe. Il faudrait que ça se généralise. Donc ça veut dire que toi, aujourd'hui, dans ton supermarché, donc on peut dire le terme supermarché du locavorium, on est d'accord ? Oui, on a T'es pas vexé quand on dit ça ? Alors, on a mis du temps à assumer ce terme parce qu'en fait, les gens confondent souvent le fond et la forme. Et oui, c'est ça. Parce que quand même, le supermarché, c'est quand même un outil du capitalisme important et surtout suite au Covid, il y a quand même mauvaise presse autour du supermarché parce qu'ils ont augmenté les marges, la grande distribution a augmenté les marges, ça a fait exploser les prix. Donc c'est vrai que toi, tu assumes ton positionnement de supermarché. Aujourd'hui, oui, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, on comprend que c'est ça la solution qui apporte une utilité à la société. C'est vrai qu'au démarrage, quand tu dois à la fois justifier pour comment tu travailles, trouver des clients, trouver des producteurs et savoir comment embaucher, il y a tellement de défis que si en plus tu dois te poser des questions morales sur qu'est-ce que veut dire ce mot, le sens des mots, on était un peu pas gênés, mais on le disait pas beaucoup. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de dire que oui, c'est pas un boui-boui où dans lequel il y aura 3 légumes qui vont se battre en duel, quoi. Et c'est souvent ça l'image qu'on a aujourd'hui, c'est de dire ah oui, c'est cool, donc tu as une petite cabane de légumes.
Ben non, justement, le but, c'est de changer notre modèle alimentaire. Donc, si tu as envie de faire tes courses avec un chariot et que tu veux prendre juste une salade ou faire des courses pour la semaine pour toute la famille, les deux sont faisables. Pourquoi ? Parce qu'il y a 300 producteurs, il y a 2000 produits, c'est ouvert toute la semaine. Donc, c'est un système simple qui donne l'accès. L'idée, c'est de démocratiser. Ouais. Et est-ce que tu dirais que justement, c'est parce que tu utilises le terme supermarché et parce que tu vois plus grand que finalement les petites cabanes de fruits et légumes, que en fait, tu sors du projet militant et ça devient une vraie entreprise économique et du coup, tu fais rentrer la rentabilité dans ton spectre. On l'a fait dans l'autre sens, exactement. D'accord. Tu fais bien de le rappeler. C'est-à-dire que le projet était militant avec une mission de base. Okay. Et c'est sur ça qu'on s'est construit. Et c'est vrai que la notion de rentabilité économique, ou en tout cas de viabilité, elle est venue après coup. D'accord. On a eu des coachs en entreprise qui sont venus et qui étaient super surpris. Ils étaient à la fois admiratifs, mais à la fois dans la crainte pour notre survie. On nous a dit... Okay. C'est super ce que vous faites, mais il y a des entreprises qui font leur business, puis après elles se rajoutent une petite cerise sur le gâteau, un joli gâteau qui est bien rentable, mais on met une cerise sur le gâteau pour embellir, et il se rajoute un peu de RSE. On dit là, vous, c'est l'inverse. Vous avez mis que des magnifiques cerises, mais il n'y a toujours pas de gâteau, quoi. À un moment donné, il ne va pas tenir, quoi. Ça va faire que tomber. Et c'est justement la difficulté, je trouve, quand on crée son entreprise, d'être dans ce... Enfin, moi, ça a été le cas quand j'ai créé mon entreprise, de se dire, mais en fait, est-ce que je suis obligée de créer une entreprise hyper rentable et de me fixer que sur les objectifs et il n'y a que ça qui compte, ou au contraire, je mets en avant mes valeurs, et là, dans ces cas-là, c'est projet associatif, et c'est, l'argent, non, surtout pas, c'est mal. Et c'est là où moi, je me suis dit, mais en fait, ni l'un ni l'autre ne me correspond, et je veux vraiment une troisième voie, d'où ces entreprises qui arrivent à mixer humanité et rentabilité. Et toi, je trouve que c'est parfait parce que tu as l'exemple idéal comme quoi, c'est possible, et que de deux, tu peux partir soit d'un projet militant et le rendre rentable, soit d'une entreprise rentable et la rendre humaine. Et c'est pas juste une cerise sur le gâteau, tu peux vraiment faire un mix des deux, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le Locavrum. C'était ta question de base, c'est qu'est-ce que c'est Locavrum et comment c'est né. Et en fait, à la base, c'était un projet avec une idée de solution. On est parti sur une solution. Nous, on a une formation d'ingénieur. Alors, je nous auto-critique en blaguant toujours, en disant toujours, voilà, nous, c'est problème égale solution. Et on se moque souvent de nous sur ça de manière assez sympathique. Et l'idée, c'était de créer une solution qui répondait à ce problème de l'alimentation où, premièrement, les producteurs ne vivent pas de leur métier. Ouais. Ah, ça, c'est le constat. C'est le constat de base, c'est la problématique de base. Il y a les producteurs qui ne vivent pas de leur métier. Il y en a même, je n'ai plus les chiffres exacts parce que j'ai des données qui sont un peu vieilles dans ma tête, mais je ne sais plus, mais un tiers des producteurs qui gagnaient moins de 500 €. Ah oui, et il y a aussi un agriculteur sur 2 qui se suicide en France. C'est énorme. Ah oui, et puis des fermes qui font faillite toutes les semaines. Donc, c'est une vraie problématique. Ça, c'est la problématique de base. Et de l'autre côté, les consommateurs qui cherchent et de la qualité et aussi de la traçabilité sur cette qualité. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas sûrs que l'info soit fiable. Et les deux sont censés se rencontrer. Donc c'était vraiment ça le projet. On l'a écrit en 2012 pendant qu'on était encore étudiants avec mes deux associés qui sont aussi des amis forts. Donc on partage aussi cette aventure humaine avec Thibaut et Jessica. Et donc on a proposé ce projet à une entreprise. La plus grosse entreprise coopérative française. Donc j'avais rencontré un directeur national alors que j'étais un tout petit étudiant inconnu en France. D'accord. Donc à la base, c'était un projet d'entreprise que tu es allé soumettre à une chaîne. Ah ouais, d'accord. En disant, tiens, on a une idée. Exactement. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, tout à fait. Parce qu'ils avaient aussi un projet, ils créaient une enseigne. Donc je ne vais pas la mentionner parce que je ne suis pas là pour les critiquer ni pour être en concurrence. Ce qu'ils font, c'est très bien, c'est autre chose. Et donc je suis allé rencontrer cette personne. Et j'ai été refroidi assez rapidement, en fait, on m'a dit, le mot tel quel, il résonne encore dans ma tête, on m'a dit au téléphone, nous, on n'est pas dans l'idéologie, donc ça ne sera pas ça. Ah oui, donc là, tu t'es pris de Et je me suis dit, en fait, ce n'est pas une idéologie, c'est juste qu'il peut y avoir aussi une mission d'utilité sociale, et ça n'empêche pas que ce soit viable économiquement. Voilà. Ouais. Parce que toi, tu l'as pris vraiment comme une insulte. Oui, parce que c'était vraiment dénigrer le fait que ce projet-là était juste une idée farfelue, presque idéaliste. Oui, utopiste, qui n'allait pas se réaliser. Donc, c'est pas grave, on l'a fait. Et puis, ça tant t'a mieux, pas démotivé. Je suis content qu'on l'ait fait parce que finalement, on le fait un peu mieux qu'eux, j'ai l'impression. Voilà, mais vous ne saurez pas qui c'est. Mais c'est très bien quand même. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. L'idée, c'est de défricher, d'apporter des solutions qui n'existent toujours pas. Donc, si c'est pour faire comme ce qui existe déjà, avec un peu de produits frais, un peu de local, un peu de bio, quelques photos de producteurs,
Oui, mais en fait, des très grandes entreprises le font très très bien. Carrefour, Auchan, Intermarché, Système U, qui sont toutes des entreprises bien organisées, c'est très bien. Mais du coup, on n'est toujours pas dans ce lien direct au producteur, dans la traçabilité totale sur les ingrédients, dans la vérification de la qualité au-delà des labels. D'accord. On peut faire l'historique de la confiance dans l'alimentation, mais avant, les marques, c'était des noms de famille. Tu avais Peugeot, tu avais Monsieur Leclerc qui a fait de l'alimentation, mais c'était que des noms de famille. 18e siècle, 19e siècle, les marques n'existaient pas. Après, tu as eu une légère transition où un nom est devenu une marque. Par exemple, les biscuits Lu, c'est Lefebvre Utile, donc c'est les noms de famille. Et puis après, on a eu des marques vraiment... les grandes marques qu'on vend en supermarché. C'était eux les labels dans les années au début de l'essor des supermarchés, des hypermarchés. Donc les gens achetaient des marques parce que c'était gage de qualité. Ok. Mais depuis, je sais pas moi, les années 80, 90, 2000, c'est plutôt les labels qui prennent le pas parce que les marques finalement, que tu achètes du Panzani, du Knorr, du autre, les gens ils disent bon, mais maintenant moi je veux du bio. En fait, la marque ne me suffit plus. Et il faut une certification bio, il faut une certification commerce équitable, il faut des AOC, des AOP, des IGP, toutes les appellations françaises. Et là, aujourd'hui, nous, on revient à la boucle de départ, c'est-à-dire qu'il n'y a ni marque, ni label. Enfin, si, on a du bio, tout ça, mais on ne le met pas en avant. C'est pas ça l'argument premier, c'est que c'est le nom du producteur qui est le seul nom dessus. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment un retour aux sources, en fait, du commerce de produits frais à l'origine. Exactement. Et d'ailleurs, même ça va plus loin, les clients ne le savent pas, mais on a des producteurs qui savent faire ce qu'on appelle des marques blanches. C'est-à-dire qu'ils enlèvent leur nom de l'étiquette et ils mettent le nom du distributeur. On l'a toujours refusé parce qu'en fait, on veut que les clients ils puissent voir la tête du producteur, son nom. Et ce qu'il y a de drôle, je leur dis souvent aux clients, je leur dis, la vraie confiance qu'il y a dans le produit, la transparence, c'est que vous pouvez l'appeler sur son 06, puisqu'il y a son numéro de téléphone sur l'étiquette. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Oui, j'ai des clients qui le font sur certains éleveurs, tout à fait, pour commander en direct. Tu as des adresses mail en Wanadoo. Donc déjà, le Wanadoo, c'est vieux. Et puis surtout, en plus, c'est écrit sur l'étiquette. Moi, je trouve ça mignon. Je me dis, mais quelle meilleure preuve de transparence. En plus, ils sont à côté, il y a leur adresse, donc on ne peut pas le cacher. Et s'il y a en effet un écart sur la qualité, nous, on a 12 000 clients. C'est, pour nos tout petits magasins inconnus en France, c'est un véritable pari gagné. Je me dis que sur ces 12 000 clients, il y a forcément au moins 1% des clients qui connaissent chacun des producteurs. Chaque producteur est au moins connu par plusieurs clients. Donc, tu ne peux pas tricher, en fait. Du coup, ça soulève deux questions. Oui. La première, c'est... Parce que là, typiquement, quand tu refuses de faire une marque blanche, donc tu as expliqué ce que c'était la marque blanche, souvent, c'est quand même un bon moyen d'augmenter sa marge, surtout pour le distributeur, en fait. Tout à fait. Donc là, refuser de faire une marque Locavorium, si tu fais un choix fort, de renoncer à de la rentabilité et augmenter tes marges. Oui. Bien souvent, le fait de refuser de la rentabilité, c'est pas valorisé, c'est jamais vu, c'est pas démontré. Tu peux pas démontrer quelque chose qui est absent. Tu vois, sur la table, il n'y a pas... Il n'y a pas de chocolat ? Il n'y a pas de chocolat. C'est difficile d'en faire prendre conscience tant que tu ne l'as pas dit. Mais à la limite, si tu es avec des gens qui n'en mangent pas, ça ne sert à rien de le dire. Donc du coup, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas qui sont des freins un peu à l'augmentation de la rentabilité et personne ne le sait. J'étais au téléphone juste avant de venir ici avec un producteur qui fait de la bière et je lui expliquais pourquoi on refusait beaucoup de brasseries et les clients ne savent pas qu'on se prive de certaines ventes juste parce qu'en fait les ingrédients ne sont pas locaux. Ou je te donne un dernier exemple. Sur les chips, là on a quelqu'un qui produisait des chips avec des pommes de terre locales. Il a transmis son entreprise, donc c'est invisible pour nous, c'est-à-dire que c'est la même entreprise, le même siret, la même adresse, c'est juste que le propriétaire n'est plus le même, le gérant n'est plus le même, donc lui, le nouveau gérant ne prend plus des pommes de terre cultivées localement, il prend des pommes de terre soit du nord de la France, soit de Belgique, donc ça ne correspond plus à notre cahier des charges, puisqu'on veut que les ingrédients soient aussi locaux. Et on s'en est rendu compte assez rapidement et on a décidé de les retirer de la vente, ces chips, parce qu'elles ne validaient pas le cahier des charges. Tu vas me dire, c'est normal, puisque c'est notre promesse, mais en même temps, ça faisait partie de nos meilleures ventes. C'est-à-dire que c'était une source de revenus, peut-être pour payer un quart d'un salaire de quelqu'un dans l'équipe. Concrètement, tu te dis,
tu te prives d'un truc qui est vraiment essentiel aux gens qui vivent aussi de ça. Et que personne ne sait, parce qu'en soi... Personne ne le sait. Parce que si toi... mais là, si toi, tu n'avais pas fait l'enquête de savoir d'où viennent les pommes de terre, en fait, les clients, ils n'auraient pas vu que la recette a changé. Oui. Et donc là... C'est un choix purement moral. Ah bah oui, c'est ça. Parce que là, tu as fait un choix fort et stratégique, en fait. Tu n'arnaques personne dans le sens où personne ne se sentira lésé. Après, c'est juste que nous, on annonce qu'on le vérifie. Bon, une fois que tu as l'info, c'est toi avec toi-même. Qu'est-ce que tu fais de l'info ? Et oui, c'est ça. Tu décides de la partager et de prendre une décision qui n'est pas dans ton intérêt économique. Mais personne ne le sait en plus. Tu peux même pas en faire de la pub. Ouais, c'est ça. Tu peux même pas communiquer dessus. Non, mais ça veut dire à quel point ce business, il est incarné par toi et par tes cofondateurs. Parce qu'à un moment donné, vous avez été... Enfin, je pense que c'est des décisions quand même qui se prennent à 3. Vous avez tous été d'accord là-dessus. Et c'est pas évident. Enfin, moi, je le vois dans mon entreprise. Quand tu as une entreprise qui grandit, tu as des charges fixes, des salariés... Ta rentabilité économique, elle est quand même clé. D'abord pour toi, pour le fait que tu dormes bien la nuit, et aussi pour assurer les salaires de tes salariés, c'est ça. Et que tu te retrouves face à des choix moraux comme ça. Moi, je suis toute seule, donc je m'arrange avec moi-même. Mais à 3... Je sais pas, c'est peut-être une qualité d'être 3. Ça permet aussi de partager aussi la charge mentale ou morale d'une telle décision et de se dire ok, on reste cohérent et on avance comme ça. Petite parenthèse juste sur les prises de décision, c'est quelque chose qui interpelle souvent, donc je te le repartage là. Des fois on me dit mais comment vous faites, parce que c'est souvent un frein d'être 3 vu que soit vous n'êtes jamais d'accord, soit il n'y en a que 2 qui sont d'accord et nous en fait ça fait 10 ans qu'on prend toutes les décisions à l'unanimité. D'accord. Et tant qu'il y en a un qui a encore une légère incompréhension, c'est pas une divergence frontale, mais je suis pas entièrement convaincu. Et on valide toujours pas, parce qu'en fait, on part du principe qu'on ne peut pas se permettre de décevoir un tiers de nos clients ou un tiers de nos collaborateurs. Si cette personne-là, elle a eu cette manière-là de penser, il est fort probable que d'autres pensent pareil, et donc il y a forcément un fond de vérité. Donc après, on peaufine, on réajuste, et donc les 2 autres avancent aussi, le 3e avance, et une fois qu'on dit « Ah là, ça s'imbrique bien », il est très peu probable, enfin il est beaucoup moins probable en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui soit désagréable, soit incohérent pour un de tes 12 000 clients ou un de tes 10-20 collaborateurs. C'est fou, je crois que j'ai jamais entendu une entreprise qui fonctionne comme ça. Mais parce qu'en fait, c'est aussi le luxe de prendre le temps d'expliquer, de comprendre, et dans cette société où tout va vite, où il faut prendre des décisions rapides, là je me dis waouh, c'est un vrai luxe en fait. C'est un luxe dans le sens où le luxe ça coûte cher, et en effet ça coûte cher parce que la lenteur ça agace les gens. On a beaucoup de partenaires qui nous disent c'est super long. Oui, mais en fait c'est soit on dit que le monde va mal et on critique que tout le monde ne pense qu'au fric, qu'à la vitesse, qu'au pognon et tout ça, soit on se dit on repose les choses sur des humains. Et on prend une décision ferme, mais une fois qu'on l'a prise, par contre, tu avances à fond derrière, tu déroules quoi. Et puis tu acceptes la temporalité de l'humain en fait, et qu'il faut un temps d'intégration, d'acceptation, de doute. Et ça, c'est félicitations pour ça, parce que je pense que c'est source d'inspiration. Pour nombreux d'entre nous, et moi la première. Merci pour ces retours, et en tout cas c'est vrai que nous ça nous encourage à continuer, et aussi ça demande de l'humilité, parce que les 2 qui sont d'accord en théorie sur le papier ils sont majoritaires, mais en fait moi j'ai une vision du monde où à partir du moment où tu es obligé de redescendre au niveau soit de parler en termes d'argent, soit en parler en termes de juridique, donc c'est-à-dire en termes d'obligation, ça veut dire que tu as raté quelque chose. Tant que tu peux faire quelque chose pareil en relation avec un producteur, par exemple. Tu te mets d'accord sur un projet. Tant que tu n'es pas obligé d'aller relire qui est obligé de faire quoi dans un contrat, c'est que la relation, elle est bonne. À partir du moment où tu commences à chipoter et qu'il y en a un qui dit « Alors attends, parce que tu t'es engagé à le faire comme ça », tu t'as raté quelque chose. On ne doit jamais parler de juridique quand tout va bien. Le juridique, il est indispensable, mais quand ça va mal. Normalement, tu ne dois pas l'utiliser. C'est une arme juridique, c'est comme celui qui a un pistolet chez lui. Le but, c'est qu'il s'en serve jamais. S'il s'en sert, c'est qu'il y a quelqu'un et que ça se passe mal, quoi. Oui, je comprends. Et en même temps, tu raisonnes aussi différemment la relation humaine. Et tu mets aussi un haut niveau d'exigence avec la personne avec qui tu as envie de discuter. En fait, tu supposes que la personne en face de toi, elle est aussi bien intentionnée que toi, elle a les mêmes valeurs que toi, et ça, malgré tout, enfin, tu vas m'en parler. Je pense que c'est
pas forcément évident, Non. notamment quand tu es en conflit. Mais bon, finalement, le conflit, c'est déjà trop tard. Oui. Mais par exemple, moi, je prends un exemple je sais pas, d'un partenaire où tu penses que c'est d'accord et en fait, tu te rends compte que le mode de pensée est complètement différent. Ouais. Et mais comment tu fais? Ça veut dire que tu choisis tes partenaires, mais dans ce cas, tu peux même aller au bout. Tu choisis aussi tes clients juste parce qu'ils te ressemblent. Et là, dans ces cas-là, tu restes dans un espèce de cercle fermé où tu te dis, non, je vais répondre la bonne parole, mais j'ouvre et je prends le risque que soit je me fasse avoir, soit qu'à un moment donné, je dois utiliser le juridique pour pouvoir me défendre. Tu me fais prendre conscience de certaines choses, c'est super intéressant ces questions, parce que ça me permet aussi d'exprimer quelque chose qui est assez inconscient, c'est le fait que nos clients, on les choisit. Alors c'est paradoxal, parce qu'un magasin, c'est pas un système commercial qui va démarcher des gens. Les clients viennent à toi. Oui. Malgré tout, dans la manière de les amener, c'est vrai que c'est la même chose, c'est le luxe de se payer le temps, que ça aille lentement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de publicité de masse, il n'y a pas de panneaux au bord de route, il n'y a pas l'armada publicitaire classique. Et nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le bouche à oreille, les gens viennent, et en fait, les gens viennent en connaissant le système dans lequel ils rentrent. Donc, c'est eux qui ont choisi de venir vers nous, et c'est pas l'inverse. Tu les attires plus que... Enfin, ils sont attirés plus que tu vas les chercher. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, le commercial classique, c'est lui qui va choisir le client. Et le client, peut-être qu'il ne te correspond pas, ou enfin, ce que tu lui offres en tout cas. Le commerçant, c'est l'inverse. Le commerçant, il va bien accueillir un client qui a choisi de venir chez lui. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de mes questions à l'embauche pour les collaborateurs. C'est expliquez-moi la différence entre commercial et commerçant. C'est fascinant. Moi, j'ai créé une encyclopédie participative sur ça, c'est-à-dire que j'ai 350 réponses et j'en ai fait une encyclopédie que je donne même aux collaborateurs pour qu'ils se forment, etc. C'est les réponses de tout le monde. Je les mets en anonymisé. Mais c'est super intéressant. Les gens ont des idées géniales pour définir ce que c'est la différence. Voilà. Donc du coup, c'est un peu ce que tu dis sur le fait de prendre le temps déjà. Oui, tu vas peut-être pas faire venir des hordes de clients, mais par contre, il y en aura peu qui vont te choisir. Et donc après, ils vont te respecter. Et t'as pas un client qui va te retomber au fameux juridique, dire... Oui, alors du coup, le prix ou l'obligation de la petite affiche, de la petite mention légale... Ouais. Ça arrive quasiment jamais. Et justement, là, on va parler aussi du prix, parce que souvent, ces magasins de producteurs ou même ces supermarchés de produits locaux, il y a quand même une image de toute façon, c'est que pour les bobos, parce que ça coûte 30-40%, c'est pour... Donc, l'idée de démocratiser le bien manger, le circuit court, c'est un peu une étiquette ou du greenwashing ou ce que tu veux, une stratégie pour ramener des clients, parce que finalement, c'est pas tant démocratisé que ça, puisque c'est réservé à une élite. Tu réponds à quoi ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est super, c'est un sujet de tous les jours. Ça, c'est un sujet où, pareil, on mélange beaucoup de choses. En soi, la qualité, ça se payera toujours. Donc, je vais forcément dire oui dès le début sur ça. C'est comme prix, tu vas dire oui à un prix plus élevé. Oui, et puis même, je vais dire à un client que je ne peux pas réfuter frontalement cette idée. Parce que c'est comme, et là, on est tous d'accord, je dis même... J'embarque la personne qui fait cette remarque, parce que la personne qui fait cette remarque, en général, elle dit « je ne suis pas assez payé. Moi, je ne peux pas me payer ça parce que j'ai un petit salaire. » C'est très souvent ça. On dit « non, mais avec mon salaire, je ne peux pas. » Je dis « en fait, imaginez que votre patron il vous dise de travailler mieux ou plus et qu'il vous paye pareil ou moins bien. Vous n'allez pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la qualité, ça ne se paye pas à coup de lance-pierre. C'est la même chose qu'on demande aux producteurs. On leur dit arrêtez les pesticides. Donc, les gens, ils ne comprennent pas, mais j'ai besoin d'aller dans le détail pour qu'on prenne conscience. Arrêter les pesticides, c'est, par exemple, tu ne peux pas mettre d'herbicide, donc tu ne peux pas mettre du Roundup pour enlever les mauvaises herbes. Là, c'est l'ingénieur qui parle. Ouais. Pardon, désolé. Non, mais c'est super intéressant, vas-y. Le fait de prendre conscience du truc, ça ramène un peu de bon sens dans notre monde où on a que le temps de faire du superficiel. D'ailleurs, merci pour ce podcast qui est long, parce que du coup, contrairement aux interviews radio des journalistes, ils sont tout le temps coupés la parole, ils vont jamais dans le détail de la concrétisation pragmatique et concrète. Donc là, ta mauvaise herbe, si tu mets pas de chimie dessus, comment tu fais pour l'enlever ? C'est à la main. À la main, du coup, ça prend plus de temps. Et avec une binette, alors ça fait rire des clients, mais j'ai déjà passé la binette avec des agriculteurs. Et ils font comme ça, ils prennent un outil à l'ancienne. C'est quoi une binette ? Alors c'est un long manche avec un petit racloir au bout retourné. Et tu peux juste gratter la partie superficielle de la terre et enlever les mauvaises herbes, sans abîmer les plants de tomates, de courgettes, etc. Et donc en faisant ça, ça prend du temps. Et un salarié... ça coûte plus cher qu'un bidon de Roundup. Donc,
quand on dit la qualité, ça se paye, c'est mathématiquement juste des heures de travail à la place d'un coup de tracteur. Et des exemples comme ça, tu peux en sortir beaucoup. Et du coup, c'est concret. Ça rend mathématique incontestable le fait que ça coûte cher. Après, je prends quand même le temps de préciser qu'à qualité égale, les produits sont toujours moins chers en circuit court. Ou quasiment tout le temps, s'il y a quelqu'un qui veut chipoter sur le contre-exemple, mais... Parce que toi, tu ne prends pas de marge. Il y a moins d'intermédiaires, exactement. Donc du coup, le produit in fine coûte moins cher. C'est ça. Là, je ne sais pas si je peux donner des prix, mais des salades... pendant très longtemps, on était à 10, 20, 30 centimes moins cher que dans les grandes surfaces. Et dans les grandes surfaces, en plus, c'est pas bio. Il faut y mettre des salades conventionnelles. Donc, on vend moins cher quelque chose qui est mieux en termes de qualité. C'est pareil pour les pommes bio. Très souvent, elles sont entre 1 euro et 1 euro du kilo moins cher que la même pomme bio dans une chaîne bio. Ah oui, et des fois, j'ai même le prix précis puisque c'est le même producteur. Donc, je connais son prix. Et je vois que certaines enseignes font plus de marge. Mais ce n'est pas tant le commerçant lui-même qui fait de la marge, c'est le fait qu'il a été obligé de passer par la centrale. Ah oui, c'est ça. Donc, s'il y a un système derrière, je ne suis pas complotiste, je ne dis pas que les gens se gavent volontairement, je dis juste qu'il y a un système qui a été construit autrement. Et donc, normalement, à qualité égale, c'est moins cher en circuit court. J'ai des gens qui viennent chez nous pour acheter des légumes parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils veulent pas payer le prix fort dans des magasins bio. Voilà. Pareil pour de la viande, pareil pour du fromage. La seule chose que tu ne peux pas comparer, c'est l'épicerie. Parce qu'entre un pastier qui fait des pâtes tout seul à Montpellier et Panzani ou Barilla ou une autre marque, forcément, il y en a un qui en fait des tonnes pendant 8 heures. Il fait les 3-8 avec une équipe jour et nuit et l'autre, il va faire peut-être 50 kilos dans la journée. Mais ça, du coup, tu ne proposes pas de produits comme ça? Si. Ah aussi. Mais tu acceptes que ce soit plus cher parce que toi, finalement, tu te dis là où c'est... Tout. Pardon ? Je propose tout. Tu proposes tout, d'accord. Mais là où tu es compétitif au niveau des prix et où tu peux te dire, oui, moi, je démocratise l'accès des produits locaux, c'est surtout sur les fruits et légumes parce que tu as une marge de manœuvre sur ces produits-là. En fait, parce que le prix, il est comparable. Parce que c'est la même chose. Une salade, c'est pareil. Oui, d'accord. Donc... Et toi, le fait que tu réduises les intermédiaires... Exactement. Donc forcément, c'est moins cher sur ça. Un poulet, c'est la même chose. Donc c'est moins cher. Le fromage, tous les produits frais en général. Après, tout ce qui est transformé, donc les conserves, les pâtes, tout ça, c'est souvent plus cher parce que les seules alternatives dans les grandes surfaces, c'est les industriels. Oui, je comprends. Donc toi, finalement, c'est effectivement un supermarché de produits locaux. Tu démocratises l'accès aux fruits et légumes. Viande, fromage, produits frais en général. Pardon. Viande, fromage, produits frais. Non, mais c'est important. Mais oui. Et j'ai des clients qui viennent que pour le fromage. Ils me disent, le même fromage en supermarché, il est à 1,50 € plus cher. Donc ils viennent au Locavum pour ça. Non, mais je comprends. Le Pélardon à moins de 2 €, on l'a changé là il y a quelques mois. Mais on a tenu bon malgré les hausses avec l'électricité. Moins de 2 € à Montpellier, ça n'existait pas. Même au marché, c'est plus cher. Des fois, on vend même moins cher que nos propres producteurs eux-mêmes sur les marchés. Ah oui, c'est impressionnant ça. Pourquoi ? Parce que vous faites du volume. Ben oui. Alors, ça les arrange eux aussi en fait. C'est soit on se met au même prix que lui et on fait une surmarge artificiellement gonflée juste parce que c'est le prix. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est pas notre méthode de fonctionnement. Nous, c'est le vrai prix et la vraie marge. D'accord. Donc si ça coûte pas cher, ça coûte pas cher. Ok. Voilà. Ah oui, et c'est pas et tu te dis pas, tiens, ça coûte pas cher, mais les gens ils sont prêts à payer plus cher, je vais augmenter ma marge. Jamais, on l'a jamais fait. Tu restes réglo sur ça. Il y a une productrice, elle a réfléchi comme ça, elle est descendue des Cévennes, elle m'a dit 7 bouteilles de vin, ça se vend combien à Montpellier ? Dans sa manière de le présenter, c'est un peu, ça coûte combien pour ceux qui vivent dans les grandes villes et qui ont plus d'argent ? J'ai dit, alors non, ça ne sera pas du tout ça la question. La question, ça sera combien ça te coûte à produire. Et en fonction de ça, on va te payer ça. Et en effet, c'est la bouteille la moins chère du magasin. Bon, elle n'a pas été gourmande, du coup, elle est très vite restée sur le vrai prix. Mais elle a quand même posé la question dans le mauvais sens à la base. Oui, donc, mais est-ce que tu estimes que ça, c'est mal ? Je préfère qu'elle vive de son métier correctement et que le client il se dise tiens, si je fais travailler quelqu'un des Cévennes, j'ai un vin qui est 30-40% moins cher. Il est vraiment pas cher, il est bio. Et en fait, toi, tu te positionnes vraiment, tu l'as dit, tu me l'as partagé tout à l'heure qu'on a déjeuné, vraiment comme un arbitre, à la fois pour le producteur et à la fois pour le consommateur. Et qu'il n'y en ait pas un qui tire plus que l'autre. Exactement. Et ça, effectivement, parce que dans les magasins de producteurs, parfois, ça tire un peu sur les producteurs. Les supermarchés, ça tire un peu sur le prix. Donc, et toi, c'est vraiment l'arbitre des deux. Oui, tu as raison de le souligner. C'est-à-dire que les magasins de producteurs où ils sont associés, ils sont juges et parties.
Moi, j'y ai travaillé et d'ailleurs, j'ai un grand respect pour eux et j'ai vraiment adoré mon expérience chez eux. Donc, je ne suis pas là pour les critiquer. Et encore une fois, c'est eux aussi qui ont défriché le marché bien avant. Depuis les années 70, ça existe. Donc, vraiment, heureusement qu'ils ont eu l'idée de se mouiller et de mettre les mains dans le cambouis pour essayer de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, c'est quand même un peu mieux d'aller vers un magasin neutre qui n'est pas tenu par des agriculteurs, mais qui n'est pas non plus tenu par de la, comment on appelle ça en politique, de la démagogie. En fait, quand tu vends un truc pour vendre du rêve, c'est un peu ce que tu fais parfois quand tu vends un faux prix en disant ouais mais ça coûte pas cher. Non, c'est juste que sur ce pot de marque de chocolat fondu, tu l'as mis à prix coûtant, tu as fait venir des hordes de clients. Et pour payer ça, tu as artificiellement gonflé la marge sur un autre produit. Ça, pour moi, c'est de la démagogie. Je comprends. Et le troisième type que je vais préciser, c'est que le fait de ne pas avoir d'actionnaire, tu prends tes décisions en fonction des humains qui sont présents et d'une vision à plus long terme. Et quand tu as des actionnaires à satisfaire qui n'ont que pour seul intérêt la rentabilité financière, il n'y a rien de mal là-dedans. Ils ont donné de l'argent. La seule chose c'est une règle du jeu toute simple. Ils veulent en reprendre un jour. Voilà. Donc, comme ça n'existe pas chez nous, enfin, si, il y en a forcément, c'est nous-mêmes. Mais nous, on est les travailleurs, etc. On travaille dans le truc. Donc, mais les actionnaires, finalement, c'est la valeur du capital. Et eux, ils veulent récupérer leur capital. Et après, c'est tout l'enjeu aussi, soit d'être associé fondateur ou tout ce système de gouvernance partagée, c'est de remettre la valeur au niveau du travail et des travailleurs. Exactement, et justement, ça fait le lien à la gouvernance. Est-ce que tu as un système de gouvernance un peu particulier comment vous êtes organisé aujourd'hui ? Alors déjà, il n'y a pas d'actionnaires qui ne sont pas dans le magasin. Donc, on vient de le dire, mais pour moi, c'est déjà une gouvernance forte. C'est-à-dire que l'intérêt, il prime par les intérêts du système intérieur. Donc, c'est-à-dire la satisfaction des clients, le travail convenable dans l'équipe, la fidélité avec les producteurs. Après, dans les prises de décision au quotidien, on les prend à l'unanimité des trois gérants. D'accord. Et après, ça se décline aussi à chaque niveau, même un peu plus sur le terrain, où on a mis en place dès le début des postes de responsables, là où d'autres n'en prennent pas trop, c'est-à-dire que la pyramide, elle est plate, c'est-à-dire qu'il y a un dirigeant et puis tout le monde au même niveau. C'est pas ce qu'on a fait très rapidement. On a mis des responsables de rayon, responsables de magasin, même des adjoints. Et on leur propose chaque semaine un temps on appelle ça le comité de pilotage. D'accord. Et donc, en fait, ils se réunissent pour discuter des priorités du terrain. Ce qui fait que les décisions sont prises sur un choix de sujets prioritaires qui n'a pas été décidé par la direction. C'est-à-dire qu'on remonte du terrain quels sont les sujets prioritaires. Ils ne prennent pas des décisions sur ces sujets, ils choisissent juste de dire ça, c'est nos priorités qui comptent vraiment pour nous, alors pour l'équipe, pour les clients, pour les producteurs, pour les produits, peu importe, pour l'ergonomie au travail. Et sur ça, après, on va aller travailler et comment on met en place un plan d'action sur ça. Et là, chacun a son poste. Un dirigeant va plutôt travailler sur chercher un financement. Donc, il y a ça. Donc ça, c'est à l'échelle d'un magasin. Et après, à l'échelle du réseau, puisque le but, c'est de travailler en réseau. Donc actuellement, il y a 2 magasins et bientôt un 3e. Et on a mis en place tout de suite le mode de fonctionnement en société à mission. D'accord. Et donc là, il y a un comité de mission. Alors, attends, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est une société à mission ? Ouais. En quelques mots. Société à mission, c'est une invention française. Voilà, c'est comme les Lumières qui ont été les premiers à mettre les droits de l'homme. C'est la première fois dans le monde que des sociétés peuvent dire que leur intérêt leur intérêt supérieur, au-dessus de l'intérêt économique, c'est une mission. D'accord. Donc là, c'est tu mets les valeurs au centre de ton entreprise. Exactement. Et que c'est ça qui guide ton entreprise. Oui. C'est un peu comme une association à but non lucratif. Par définition, vous ne devez pas gagner d'argent que vous ne réinvestissez pas, donc ça veut dire qu'il y a une mission autre. Mais ça, c'est que pour les associations. Donc là, pour les entreprises, on peut faire ça. C'est tout nouveau, on fait partie des premières, notamment dans l'alimentaire, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, tu crées un comité de mission avec des parties prenantes diversifiées. D'accord. Donc des clients, collaborateurs. Fournisseurs. Des producteurs, exactement. Des conseillers d'entreprise ou coachs du milieu. Donc là, nous, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans les commerces en réseau. D'accord. Et là, on établit les grands objectifs statutaires. Donc, on publie dans les statuts. Donc, c'est public. En plus, c'est super fort. C'est gravé dans le marbre. Et de là, après, on met en place des objectifs opérationnels dans les magasins. D'accord. Et donc, tous les magasins doivent nourrir ces objectifs-là
et sont contrôlés plusieurs fois par an. D'accord. Et pourquoi, toi, c'était important de... Parce que finalement, tu aurais pu dire, voilà, les locavoriums, notre positionnement, nos valeurs transpirent en fait via notre positionnement. Pourquoi tu as voulu que ce soit vraiment marqué dans les statuts et que tu sois labellisé entreprise à mission? C'est une très très bonne question et c'est une sorte de procès d'intention qu'on subit depuis la création. D'accord. En fait, quand on a créé l'entreprise, on avait d'un côté, je vais volontairement dire des mots caricaturaux parce que pour simplifier l'idée, et puis parce que ça fait sourire. En plus, j'ai de l'affection pour tous les gens que je vais citer. Attention, préparez-vous, c'est le moment. Non, mais... Balance. Alors, tu as des producteurs qui disent pourquoi vous faites encore une énième entreprise capitaliste qui sont là pour presser le citron des producteurs. Pourquoi vous faites pas ça en association ou un truc caritatif ou association à but non lucratif? Oui, c'est toujours l'opposition entre si vous avez des valeurs, vous mettez pas de l'argent et... Ouais, c'est ça. J'ai bien en fait, toi, tu es bien un agriculteur, tu es en GAEC, donc un groupe d'exploitation agricole. Enfin, c'est une société privée. Donc, pourquoi un agriculteur, par principe, est forcément quelqu'un de bien qui n'arnaque pas le système, alors qu'il est quand même en société privée? Bah oui, un agriculteur, c'est une société privée. Et à l'inverse, on est allé voir les banquiers qui nous voyaient avec notre petite société de vente de produits locaux et qui nous disaient « Ah, les petits babacools, vous êtes bien mignons. » Ils sont beaux avec leurs rêves. C'est bien mignon, votre truc. Voilà, ça va être un truc tranquille et qui ne va pas faire avancer le monde. Et c'est votre petite idée entre potes. Ouais. Et donc, tu avais les deux pour la même chose. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas l'objet le problème. C'est la manière dont on interprète les choses. Oui, c'est la représentation de chacun, des positionnements de chacun en fait. Exactement. Donc, on a assumé totalement le fait d'être en société et ça ne pose pas vraiment de problème, c'est pas un sujet du quotidien. Mais c'est vrai que là, le fait, on a la même question. Ah oui, d'ailleurs, je n'avais pas pensé à ça, mais moment révélation, du coup, c'est... Je me retrouve il y a 10 ans quand on a créé l'entreprise parce que là, on est en train de créer le réseau. Ouais. Et la forme qu'on va adopter, encore une fois, on ne s'intéresse pas à une forme en particulier, on veut juste prendre la meilleure. D'accord. La seule qui s'impose, et c'est un mot qu'on a du mal à prononcer, c'est le mot franchise. Oui. Parce que c'est un mauvais mot, c'est un gros mot. Ça, tu penses McDonald's, tu penses... c'est comme supermarché en fait. Ouais, c'est la même chose, à l'échelle du dessus, mais c'est la même chose. Et donc, on s'est dit, mais comment prouver que ce n'est pas une franchise qui va travailler comme les autres? Parce qu'il n'y aura jamais aucune centrale d'achat, donc on va pas négocier les prix au nom du volume. On n'aura pas d'uniformisation des magasins parce que le but, c'est que chaque magasin soit unique au monde, qui reflète ton territoire, ton terroir même. Donc, du coup, on s'est dit, on va le faire en société à mission parce qu'en plus, ça correspond vraiment à notre manière de travailler. D'accord. Donc, des fois, l'histoire, elle t'amène les trucs au bon moment. Ça existe à peine depuis quelques années, c'est tout récent. Et les premières réunions à Montpellier dans les univers d'entreprise, ça a été fait l'année dernière. Ah, oui. Oui, donc là, en fait, avec ce terme-là, ça montre vraiment, ça explicite, et même en termes juridiques, ce choix d'entreprendre différemment et autrement, en fait. Exactement. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes combien d'entreprises à mission en France, tu sais? Il y en a plusieurs milliers. Oui, c'est un mouvement quand même qui se développe. Mais il y a des secteurs qui ont été plus pionniers, les secteurs plus dans la RSE, etc. Ils sont naturellement allés très rapidement. Et puis après... Dans le commerce alimentaire, et en plus dans le commerce alimentaire en réseau, sous forme de franchise, je crois qu'il n'y en avait quasiment pas jusqu'à il y a quelques mois. Oui, parce que ce système de grande distribution alimentaire, c'est l'archétype quand même du système capitaliste. Donc, c'est ça. Ouais. Donc il y en a qui l'ont fait, des petites chaînes de magasins bio qui le font sincèrement. Elles ont compris qu'elles pouvaient montrer leurs différences par rapport aux grands acteurs. D'accord. Et donc, on sera peut-être dans les 2-3 premiers, quoi. Ouais, c'est chouette, ça. En tout cas, c'est une belle dynamique, un bon chemin aussi. Oui. J'aimerais qu'on pose une question concernant les salariés, parce que c'est vrai, et c'est ce qu'on voit, notamment moi chez des amis entrepreneurs, ou quand il y a des valeurs, ou même à la fabrique, on a des valeurs de transmission, des valeurs fortes en fait, liées à l'humain, et donc ça crée une marque employeur et ça permet d'attirer des talents assez facilement, parce qu'ils sont convaincus. En fait, ils se rassemblent, ils sont convaincus par les valeurs portées par l'entreprise. Toi, dans la grande distribution, on est quand même sur des profils peu qualifiés. Tu dois attirer aussi un grand nombre de militants.
écologiste et tout ça. Totalement. Et comment tu fais pour gérer ce type de personnes? Et est-ce que tu peux nous citer des exemples que tu vis au quotidien? Parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Totalement. Ouais, c'est l'un de mes sujets, pas préférés, mais qu'on vit au quotidien. C'est vrai qu'on a eu très souvent des gens qui ont candidaté avec ce fameux cliché, et je m'intègre dedans parce que je pense qu'on devait être comme ça au départ. L'image un peu baba cool, rêveur, etc. Donc on a beaucoup de gens qui ont candidaté comme ça, et puis après très vite ils se rendent compte que ça leur convient pas parce que ça reste un commerce basique. Voilà, je dis toujours, gardons énormément de modestie et d'humilité dans notre métier. Il est terrain, on fait que porter des cagettes toute la journée. Finalement c'est un métier relativement simple, et donc après, j'étais obligé d'expliquer en entretien d'embauche que 13 kilos de pommes, une cagette, c'est 12,5 kg précisément au locavorium. C'est l'ingénieur qui revient. C'est la précision des chiffres. Et 12,5 kg ici, c'est le même poids que dans une autre enseigne. Oui, tu as été obligé. En fait, sur des profils un peu militants, engagés, qui venaient pour les valeurs, tu as dû leur ramener le côté pratique du métier. Exactement. et leur rappeler les fondements, quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai que, du coup, pour eux, le projet, l'idéal, il est tellement beau qu'ils pensent que le métier est facile. D'accord. Et en fait, non, le métier, il n'est pas plus difficile qu'ailleurs, ni plus facile, mais c'est le même, en fait. Et il faut juste être OK avec ça. C'est pas très grave. Il faut juste le savoir. Mais est-ce que, du coup, les valeurs permettent soit de fidéliser du personnel, soit de rendre, peut-être, de donner du sens à quelque chose qui est peut-être un peu pénible au quotidien? Oui, exactement. Alors moi, je suis archi convaincu que le plaisir est plus important que l'argent. On dit toujours en management qu'il y a une manière de retenir la motivation, c'est les 3 P, c'est le plaisir, le pouvoir et le pognon. Et en fait, j'ai la démonstration que le plaisir est plus important que le pognon. Le pognon est indispensable, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut être payé, il faut se sentir payé de manière juste. Mais en plus de ça, il faut avoir plaisir au travail. Et le plaisir, c'est pas la QVT bisounours avec billard et compagnie. C'est pas ça. Le plaisir, c'est être fier de ce qu'on fait, être à l'aise avec ses coéquipiers, avoir plaisir à avoir ses clients qui disent merci, qui sont souriants. Voilà. Et donc ça, c'est nourri par les valeurs, c'est nourri par la mission. Donc en fait, le premier levier de motivation qui te fait lever le matin, c'est ça. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu es obligé de penser au niveau le plus bas, c'est-à-dire soit le juridique, soit l'argent, c'est que vraiment, en fait, ça ne te plaît plus du tout. Celui qui se lève que pour l'argent, il y en a des millions en France. Mais du coup, c'est un peu dommage. Ça veut dire que le travail n'est plus une source de satisfaction, de fierté. On n'a pas tous la chance de pouvoir choisir son travail, mais quand tu peux le choisir, moi j'ai des candidats qui disent j'ai plusieurs offres, des fois un peu mieux payées ailleurs, mais je vais préférer prendre la vôtre si vous me prenez parce que je préfère travailler dans des horaires agréables. Je sais que vous ne me demandez pas de faire des horaires de nuit. Je sais que vous me faites varier, qu'en plus vous formez les collègues de la même manière, donc petite équipe. Donc voilà. Oui, donc le plaisir, c'est le sens. Le pouvoir, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure avec les comités de pilotage de sociétés à mission. Beaucoup de délégations. Et le pognon. Et le pognon. Parce que ça en fait partie quand même pour fidéliser. Est-ce que tu as mis en place des choses sur cette partie-là? Oui, alors là, naturellement et sans avoir eu de comparaison. Et d'ailleurs, je pense que heureusement qu'on n'a pas eu de comparaison parce que sinon, on aurait fait comme les autres et je pense que ça aurait été pas terrible. D'accord. Nous, très naturellement, on a mis en place des grilles d'évolution en fonction de l'ancienneté, en fonction du poste, qui sont bien au-dessus des conventions collectives. Les conventions collectives évoluent très peu. Il y en a une qui a, je sais plus, je crois qu'elle a 10 ou 12 ans. Ah oui, sur la partie commerce alimentaire. Ouais, c'est-à-dire que même un responsable, il serait payé en dessous du SMIC actuel. Ah oui, d'accord. T'as pas le droit, mais ce que je veux dire, la grille, elle est pas adaptée. Et donc, y a ça, et il y a aussi le fait que les conventions collectives ne prennent pas en compte l'ancienneté. Enfin, à part sur les 2 premières années, mais après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis 10 ans peut quand même être payé au même salaire. Et je l'entends souvent à la radio, je me dis, mais pourquoi on entend encore des gens qui manifestent et qui disent, j'ai 20 ans de boîte, je suis au SMIC plus 10%. Je me dis, c'est vrai que c'est quand même aberrant. Enfin, je me mets à sa place, j'avoue que... Oui, tu comprends qu'ils manifestent. Exactement. Et du coup, voilà, ça, on ne l'a pas fait. Alors peut-être parce qu'on a eu la chance aussi de pouvoir... ou la chance d'avoir suffisamment peu de besoins de dépenses que
une bonne part de la marge était réattribuée d'un personnel par rapport aux autres magasins. Ou plutôt, c'est un vrai choix que vous avez fait, parce que cette marge-là, tu aurais pu décider de la mettre dans tes poches ou d'acheter ta Porsche, comme de nombreux entrepreneurs. Oui, c'est sûr que... Vous avez fait un autre choix. Oui, c'est sûr que quand tu vois le volume de vente qu'on a et le nombre de salariés, oui, tu peux t'en acheter beaucoup. Mais du coup, non, parce qu'il y en a une part bien plus importante que la norme de notre secteur qui part pour le personnel, liée à ces fameuses grilles. Liée au fait qu'on met beaucoup plus de responsables, de managers et d'assistants managers dans une équipe que le besoin réel, dans le sens où il y a toujours quelqu'un qui peut s'appuyer sur un échelon un peu au-dessus et donc ça crée aussi l'envie de monter, ça crée de la progressivité dans les emplois. Donc ça donne envie aussi de rester dans son emploi. Un vendeur peut devenir confirmé, il peut devenir assistant manager, même s'il n'a pas pris la place du responsable de rayon, mais il peut progresser horizontalement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils disent c'est chouette, parce que si je m'implique, je vais être reconnu. Ah ok, donc en fait le choix, ah oui c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que toi finalement tu n'avais peut-être pas besoin d'autant de personnel. Vous êtes combien d'ailleurs aujourd'hui ? En tout, il y a 3 entreprises, on est à peu près 25. D'accord, donc tu dis... Enfin 20 parce qu'on est 5 associés. D'accord, donc finalement tu dis il n'y a pas besoin concrètement sur le terrain d'être 20. Par contre c'est un vrai choix stratégique de dire on va augmenter la masse salariale, donc ce qui fait des frais supplémentaires et des charges supplémentaires, pour donner envie aux salariés de se dépasser et d'envisager une vraie évolution de carrière. Exactement. Et se dépasser dans le sens positif du terme, pas dans le sens exploitation. L'exploitation, c'est quand tu forces les gens à faire un effort sans rien avoir derrière. Se dépasser, pour moi, c'est une source de satisfaction. Pourquoi les gens font du sport ? Parce que derrière, il y a la satisfaction d'avoir validé un truc. Pourquoi les gens ils font des compétitions de foot le week-end ? Tu te dépasses. C'est sûr que tu fais forcément plus que si tu étais resté sur ton canapé chez toi tranquille. C'est pareil au travail. Si tu as envie d'apprendre, si on te donne, tiens, je vais t'apprendre comment passer une commande, ou on va regarder comment mettre en place une opération, ou comment appeler le producteur. Tu n'as jamais eu le droit d'appeler un producteur. Là, vas-y, appelle-le, mets en place une opération. Et puis, je t'embête pas je vais pas être derrière ton dos, ça sera ton choix, ça sera tes produits, le prix que tu auras vu avec lui. Je vérifie dans les grandes lignes si c'est bien conforme au global, tu vois, mais donner de la liberté et cette autonomie, c'est le fameux P de pouvoir. Oui, d'accord. Et en même temps, c'est un peu de plaisir aussi. C'est les deux. Et ça c'est quelque chose qu'on met en place. Et aussi, on a mis en place on travaille sur la mise en place d'un calcul de prime qui prend une partie de la performance. D'accord. Donc, l'idée, c'est que... Oui, donc ils sont incentivés aussi au niveau financier. Oui, alors il faut que ça reste modéré par rapport au salaire, parce que le but, c'est pas d'avoir une part variable trop forte, sinon aussi c'est décevant. Mais l'idée, c'est d'éviter d'avoir la remarque assez naturelle, quand tu es fatigué, que tu es épuisé, que tu es même agacé, ou même que tu es en colère, d'éviter de dire c'est pas mon pognon, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Oui, puis je suis ils pas payé pour ça. Ils gagnent du pognon sur nos dos, ou l'autre il est absent, c'est encore moi qui fais son boulot. Tout ça, c'est gommé par l'effet de le gâteau à la fin, on se partage de manière équitable. Oui, donc c'est aussi ça permet aussi d'apaiser les tensions et de créer un climat de travail qui est agréable. Oui, en fait, ça permet de mettre une chaîne cohérente de plein de niveaux différents d'objectifs. Tu as ton objectif personnel et basique, c'est ton poste, tu as ton travail du quotidien. Tu peux avoir ton projet du moment, c'est-à-dire on se lance sur Noël, il faut absolument qu'on ait mis en place toutes les volailles pour nos clients parce qu'ils nous attendent à telle date et c'est le 25 et c'est pas le 26. Tu as ton projet annuel où tu dis cette année, il faut qu'on ait des bonnes satisfactions clients. Voilà. Pas que des chiffres. D'ailleurs, j'ai même pas le chiffre d'affaires dans les objectifs de performance. Ah d'accord. Non, il n'y est même pas. Parce que ça sert à rien que tu fasses beaucoup ou peu de chiffres. Tu peux être rentable ou pas rentable et tu peux être un magasin totalement nul. Oui, mais la prime, elle est basée sur quoi du coup, sur le résultat ? Elle est liée sur la productivité horaire, donc il y a quand même chiffre d'affaires, mais en fonction du nombre d'heures. C'est-à-dire que c'est pas le fait de faire beaucoup de chiffres qui compte, c'est le fait que tout le monde ait été efficace. On peut être peu nombreux et avoir été quand même efficace. Oui, je comprends. Oui, mais c'est une réflexion globale et pas juste individuelle avec des objectifs chiffrés qu'on peut avoir parfois dans des entreprises. Là, c'est du collectif. D'accord. C'est que du collectif, pour pas créer d'esprit de compétition. Et est-ce que
moi, j'aimerais comprendre quand même, parce que c'est vrai que tu as mis en place cette entreprise avec des valeurs fortes. On l'a vu tout au long de l'épisode. Oui. C'est super intéressant tout ce que tu as mis en place. Et je suis sûre que tu pourrais nous en parler encore pendant 2 heures. Oui. Mais d'où ça vient? Enfin, d'où vient cette mission que tu t'es mise en disant ma mission de vie, ce sera ça? Parce qu'en fait, c'est quand même des choix forts que tu fais au quotidien. En plus, on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire que personne ne le voit. C'est moi face à moi-même. Oui. D'où ça vient et pourquoi? Enfin, est-ce que... C'est une bonne question. On se pose la question des fois. Alors, quand je dis on, c'est avec mes amis et associés Thibaut et Jessica, parce qu'en fait, on est totalement alignés sur ça. Et donc, tous les trois, on vient du milieu rural déjà. Et même plus ou moins fortement paysans, notamment Thibaut, qui a la famille dans l'agriculture, qui a vécu le fait que les agriculteurs étaient toujours les derniers à être payés. C'est-à-dire qu'il travaille pendant 1 an, sans savoir à combien il va vendre son produit, que ce soit du blé ou du lait, par exemple. Et à la fin, on lui dit, voilà, tu as gagné tant et je te paierai dans 6 mois. Donc, il y a ça. C'est l'exemple même de l'exploitation à outrance, en fait. Tout à fait. Un suicide, il a vécu un suicide dans sa famille agricole. Moi, j'ai vu des gens malades dans ma famille autour de moi, et notamment des gens en pleine forme qui sont morts en 2 mois, parce que je pense que en termes de pesticides, ils sont exactement dans les statistiques des cancers typiques de certains pesticides dans la vigne. Ok. Et tout ça, et puis le fait de voir des cultures arrêtées, des terres qui passent en jachère, donc un abandon total de l'agriculture, puisque l'agriculture n'est plus source de vie, n'est plus vivrière, n'est plus rentable, n'est plus nourrissante, donc on arrête. Et ça, c'est un désastre. Tu te dis, tu as grandi dans des paysages agricoles, dans des milieux qui étaient agréables, il y a des oiseaux, il y a des sauterelles, tu pouvais jouer et t'amuser avec la nature. Et puis, en à peine 10-15 ans, avant même d'être un adulte avancé, j'ai déjà vu un changement. Mais je me dis, mais quel monde on va laisser à nos enfants? Jessica, c'est pareil, elle a vu son grand-père avec un accident agricole. Il y a beaucoup d'histoires qui te marquent. Et donc, tu te dis, en quoi on peut être utile? Et je pense que ça nous nourrit profondément, peut-être même de manière plus ou moins inconsciente. Et tu as des enfants? Oui. Et ça me nourrit aussi énormément. Oui, et ça, justement, est-ce que depuis que tu es papa, il y a des choses qui ont changé pour toi dans ta manière d'entreprendre et dans ta mission de vie, dans la mission de l'entreprise? Oui, je pense que moi, avant, je suis toujours un gros bosseur, c'est-à-dire que je travaille tout le temps, mais j'ai pris du recul en me disant qu'il y avait aussi une part hyper importante à garder pour la famille et que c'était pas du temps perdu. Je le dis volontairement avec des mots choquants, mais pour moi, c'est une source d'apaisement, une source de retrouver les racines. Quand on disait tout à l'heure d'où ça vient, l'historique familial, tous ces liens en famille, par mon enfance, c'est la même chose que j'essaie de garder aujourd'hui en disant j'ai besoin d'un temps avec ma femme, avec mes enfants, de pouvoir avoir des temps de repas avec nos amis et avoir ce temps privé. Et donc ça, c'est les racines qui te permettent d'être ancré. Donc ça nourrit en fait ta résilience morale et mentale au quotidien, parce qu'en fait au quotidien, tu n'as que des problèmes. Donc, en fait, il faut juste être assuré, être stable. Si tu n'es pas stable, les problèmes, ils te font chavirer. Donc là, après, tu les abordes avec plus de sourire et plus de sagesse en disant « Ok, c'est pas grave, j'ai déjà vu ça, donc on va s'en occuper. » Et les gens même, finalement, ils viennent avec un moins gros problème parce qu'ils se disent « Non, mais c'est bon, on va y arriver. » je comprends. Oui, et en même temps, le fait d'avoir vu et ta famille pâtir du déclin de la valorisation de l'agriculture, en fait. Et puis, à un moment donné, il y a eu des choix qui ont été faits par la grande distribution, par ce système capitaliste qui, en fait, a étouffé les paysans, les agriculteurs. Le fait, toi, d'avoir vécu ça dans ta famille et de savoir que tu veux transmettre aussi à tes enfants, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il y a le bon sens paysan, ce mot, tu l'utilises aussi quand tu en parles. Je pense que c'est quelque chose que tu as envie de transmettre à tes enfants et que finalement, les problèmes du quotidien, ils sont finalement relativisés par rapport à la mission que toi, tu portes en disant non, mais moi, voilà ce que je veux transmettre à mes enfants, voilà le monde que j'ai envie de leur laisser et d'avoir fait ma part. Et j'en ai des frissons parce que je pense qu'à un moment donné en tant qu'entrepreneur, moi je sais que ça a été mon chemin aussi que j'ai fait, c'est que on produit, c'est valorisant, et une fois que la sécurité financière elle est passée, on a besoin aussi d'impacter le monde à un autre niveau.
Et c'est ce qui fait, ce qui donne du sens à nos entreprises et ce qui fait que les problèmes du quotidien, finalement, ils sont assez relativisés. Oui, en fait, à partir du moment où tu crois dans quelque chose qui te dépasse, Ouais. tu traverses toute ta vie. C'est un peu le film Big Fish où il sait comment ça va se terminer. Donc au final, la vie est un conte pour lui. Et tu peux l'appliquer en religion. Pourquoi les gens ont longtemps, et même encore aujourd'hui, de moins en moins, mais ont besoin de croire dans quelque chose qui les dépasse, c'est qu'en fait, ça te transporte, ça te transcende. Et donc finalement, ça te donne une force et une résilience dans ta vie de tous les jours. Et moi, c'est pas de moi cette phrase, hein, mais on entend souvent il faut le voir pour le croire. Ouais. Bah, pour moi, c'est l'inverse. Il faut le croire pour le voir. Parce que tant que tu crois pas que c'est possible, tu le verras jamais. Ouais, tout à fait. Et on peut faire l'exemple. Des fois, je l'explique aux collaborateurs. On fait un peu de philosophie rapidement, non, mais tu vois, dans le management, c'est de dire. Ils me disent, mais non, c'est bon, c'est bisounours, ça sert à rien, c'est nul. Je dis, si, je dis, est-ce que tu sais combien de voitures rouges tu as vues en venant au travail ce matin? Je dis, bah non, j'en sais rien. Je dis, parce qu'en fait, tu n'as pas regardé que ça pouvait exister. Mais maintenant que je te demande de regarder une voiture rose, tu sais même pas que ça existe, bah tu regarderas. Et je suis sûr que tu en verras au moins une. Donc tu la verras parce que tu as cru que ça existait et que tu auras fait attention. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, ça, c'est le principe de la loi de l'attraction, le principe que tout est énergie. Et c'est vrai que là, tu parles de la spiritualité. Et je pense que c'est aussi important. Enfin, en tout cas, moi, la spiritualité est importante dans ma vie. Et d'ailleurs, avec mes collaborateurs, on en fait. En tout cas, je pense qu'on fait des choses un peu perchées. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais voilà, parce qu'on visualise, on fait des vision boards. À la place de faire des trucs d'objectifs, on fait des vision boards avec l'équipe pour savoir où est-ce qu'on veut aller. En fait, on met en image ce vers quoi on veut aller. En se disant, on ne sait pas si ça va le faire, si ça va le faire, mais en tout cas, on a envie d'aller par là. Et en fait, stratégiquement, enfin même pas stratégiquement, si tu as déjà défini une vision, en fait, toutes tes petites actions au quotidien vont t'amener vers ça. Et c'est vrai que aussi... Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de dire qu'à un moment donné, quand on s'engage ou quand on croit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, ou en tout cas une mission plus grande que notre petite vie, ça permet déjà de relativiser les problèmes au quotidien et puis de se dire que notre vie a un vrai sens et que ça a un vrai impact sur le monde, en fait, et sur les générations futures. Ah bah oui, totalement. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que même d'un point de vue très technique, mais en école de commerce, bon, moi, j'ai pas fait de vraie école de commerce, mais... on t'apprend quand même à travailler ta vision, la vision de l'entreprise. C'est le mot qu'on te donne. Et donc la vision, ça n'a rien de pragmatique et de technique et d'ingénieur. Hein. Une vision, c'est très cérébral. C'est même presque de la méditation ou de la spiritualité. Et en fait, on se fait souvent cette métaphore, hein, même avec Thibaut qui est montagnard. Il dit en fait la vision, c'est... Ta mission, c'est de démocratiser l'accès à une alimentation durable. Mais on s'est dit, la vision, on l'a. La vision, elle est derrière la montagne. Personne ne le voit. C'est en gros voir ce que les autres ne voient pas. Donc, où est-ce qu'on va aller? Quel chemin on va prendre? Et là-bas, derrière, il y a un refuge où il y a une bonne soupe chaude et on va être bien devant un bon feu. Et ben voilà, c'est ça la vision d'un entrepreneur. C'est savoir où tu vas et quel est l'objectif final. Et pendant le chemin, tu passes un bon moment aussi, parce que le but, c'est de faire une bonne randonnée entre amis. Voilà. Et donc... ton quotidien d'entreprise, c'est ça te permet d'avancer. À partir du moment où tu sais où tu veux aller. Bah, oui, c'est ça. Sinon, tu peux te balader n'importe où. Ah bah, oui, c'est ça s'appelle errer. et ça n'amuse personne. C'est ça. Oui, ou sinon, c'est à ce moment-là aussi où tu es guidé par l'argent. Et où est-ce que tu peux faire de l'argent plus possible? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, dans la société, l'argent est omniprésent et tu as l'impression que c'est ça l'unique guide. Et là, tu peux te perdre. Ouais, alors là, sur ça, franchement, nous avons eu des bonnes leçons. C'est-à-dire qu'on a des concurrents qui avaient beaucoup plus d'argent que nous. Et on a eu peur parce qu'on s'est dit, nous, on commence, on n'a pas de réseau. On ne sait pas entreprendre parce qu'on n'a pas de famille entrepreneur. On n'a que des ouvriers et des agriculteurs ou des employés dans nos familles. Et on n'a pas de réseau, pas d'expérience et pas d'argent. On n'a personne pour nous apporter de l'argent et nous-mêmes, on n'en avait pas. Et quand tu vois des gens qui font des choses très similaires à toi et qui ont tout ça, et notamment des gros chiffres à apporter en capital, bah, tu te dis, bah, forcément, ils vont y arriver. Et quand ils ferment avant toi, alors tu fais en faire un pas parce que tu sais que ça peut t'arriver. Hein. Donc vraiment... Oui, humilité. Voilà, c'est... Maintenant, chat chaud craint l'eau froide, c'est-à-dire que quand tu as des grosses difficultés qui te passent, tu passes par les Covid, etc.,
On t'apprend à te dire que ça peut arriver à tout le Déjà, monde. Mais tu te dis que d'un point de vue juste observation et constat, c'est pas l'argent qui a fait leur réussite, puisque du coup, ça n'a pas marché. Donc en fait, il manque quelque chose. oui. Et il manque un ancrage humain. Et il l'avait pas dans cette boîte-là. Eh oui. Et comme ça, c'est parfait, c'est la phrase de conclusion. En fait, tu soulignes exactement l'importance de trouver un équilibre en fait, entre humanité et rentabilité, parce que l'un sans l'autre, c'est la mort assurée. Donc merci beaucoup, Damien, pour cet épisode qui était très riche, qui était super intéressant. On a dévié un peu des questions, mais c'est pas grave. Je pense que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Damien. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi. On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, n'oublie pas, c'est avec des gouttes qu'on crée des vagues.